Le secteur associatif est percuté de plein fouet en ce moment par ces élections législatives inattendues qui sont dans quelques jours maintenant. La mobilisation est forte pour défendre les libertés associatives, mais aussi les budgets associatifs. Et vous allez voir que les deux sujets sont assez évidemment liés, et depuis longtemps, au point que le CESE, la troisième Assemblée de la République après l'Assemblée nationale et le Sénat, avait lancé il y a déjà 6 mois une grande consultation nationale sur le financement du monde associatif. Et à tel point aussi que son rapport final, publié il y a à peu près 3 semaines maintenant, s'intitule « Renforcer le financement des associations, une urgence démocratique ». Bonjour à vous, Martin Bobel. Bonjour. Alors vous avez pas mal d'engagements associatifs en fait. Vous êtes administrateur du réseau national des ressourceries, du réseau francilien du réemploi. Vous siégez au Conseil économique, social et environnemental, le CESE. Et vous êtes l'un des 2 rapporteurs de cet avis, avec Dominique Joseph, qui est votre collègue co-rapporteuse, rapporteurs tous les deux de ce rapport du CESE, où vous émettez pas moins de 20 recommandations, 20 préconisations à l'adresse des pouvoirs publics. Alors, selon le titre de votre rapport, il faut que vous nous expliquiez pourquoi est-ce que la démocratie serait en danger si les associations sont mal financées. Le lien n'est pas forcément évident pour tout le monde. Alors tout d'abord, je dirais parce que là, on est dans un moment très particulier. Voilà. L'extrême droite est aux portes du pouvoir. C'était pas une nouvelle, on le savait déjà. Elle montait depuis longtemps. Elle montait depuis longtemps. Mais là, ils sont très proches d'entrer à Matignon. On est vraiment dans un contexte de risque de bascule très sérieux. Et en fait, cette montée de l'extrême droite, on peut l'analyser particulièrement au travers du prisme du sentiment d'abandon d'une partie de la population, principalement des personnes les plus précaires, les plus pauvres, mais aussi, et je crois que c'est ce que la crise des Gilets jaunes nous a dit, d'un sentiment de manque de prise, en fait, sur la vie de la société, sur la vie démocratique. Quelle est la place des associations dans cette problématique-là ? Et c'est là où, en fait, de nos travaux au CESE, alors on a pris le temps d'auditionner beaucoup d'experts, beaucoup de bénévoles, beaucoup de représentants associatifs, mais aussi on a réalisé une grande enquête. Donc on a reçu beaucoup plus de retours que ce qu'on imaginait. On a reçu 6500 retours d'associations, avec énormément de verbatim, c'est-à-dire en gros on avait posé beaucoup de questions ouvertes qu'on a pu analyser sur les retours... des retours de ressenti d'un certain nombre de responsables associatifs. Et globalement, en fait, de ce sujet technique du financement, ce qu'on en sort, c'est qu'en fait, avant tout, les associations sont un des réceptacles, mais un réceptacle assez majeur, de l'engagement des citoyens. Voilà. Des citoyens qui décident de donner du sens à leur vie ou de s'engager pour les autres, à toute échelle. Vous êtes en train de nous dire que les associations qu'on qualifie depuis un certain nombre d'années maintenant d'acteurs économiques sont loin d'être avant tout des acteurs économiques. Alors, voilà. Sont d'abord des acteurs de la citoyenneté. C'est un peu ça qui nous a traversé pendant nos travaux. Notre prisme, c'était le financement. Et donc, le financement, c'est une approche extrêmement technique et qui, évidemment, va poser par la suite la question de l'efficacité de ce financement, de la performance. Et on s'est rendu compte qu'en fait, derrière ce sujet du financement, était quelque part une variable déterminante de la capacité des citoyens à s'engager pour l'intérêt général. À toute échelle, que ce soit pour des grandes causes, des causes nationales, des causes internationales, ou que ce soit à des échelles ultra-micro-locales. On parlait dans certains exemples de cinéma de village, en gros de la manière avec laquelle les gens s'organisent pour avoir prise sur la société, mais aussi fabriquer des systèmes d'entraide, défendre des causes qui les font vivre, et ainsi de suite. Et donc être ensemble, en fait. Absolument. C'est ça, voilà. Le principe, le fait associatif, c'est celui-là. Il y a ce sujet d'avoir prise sur la société et d'y participer dans un cadre d'intérêt général. Alors, ce n'est pas le cas de l'ensemble du monde associatif. Une partie du monde associatif œuvre dans un cadre d'intérêt général et pas d'autres. On s'est focalisé sur les associations œuvrant dans un cadre d'intérêt général. Donc, de manière générale, dans notre discussion, là, je vais me concentrer sur les associations œuvrant dans un cadre d'intérêt général. Donc, on a l'enjeu de ce qu'elles apportent pour la vie démocratique, c'est-à-dire en gros les biens et services d'intérêt général qu'elles proposent aux gens, du club de sport à l'accueil des enfants, des espaces d'éducation, des espaces de culture, des espaces de santé ou des espaces d'accès au droit, par exemple. Mais il y a aussi, et je crois que c'était quelque chose d'assez fondamental dans ce qu'on a retiré de nos travaux, c'est aussi l'espace de l'apprentissage de la vie démocratique. C'est possiblement donc l'endroit dans lequel, en s'engageant, on va être amené à travailler avec d'autres avec lesquels on n'est pas toujours d'accord, d'autres avec lesquels on aurait des modes d'agir différents.
Et l'enjeu de l'organisation citoyenne désintéressée que représente l'action associative, c'est de faire ensemble et donc d'apprendre à bien faire ensemble, mais aussi d'apprendre à décider. Et donc, quelque part, sont un peu des lieux de proximité dans lesquels on vit une forme de seconde école de la vie. On a eu ça plusieurs fois dans nos réflexions, qui est en fait une école de la démocratie. C'est l'endroit dans lequel on apprend à faire et décider ensemble. Et on se confronte à l'autre. Et l'éducation populaire en particulier permet aussi cet accès à la culture, qui est une façon de s'ouvrir l'esprit et de se confronter à d'autres visions du monde, et là encore de renforcer le phénomène démocratique. Absolument. Alors, en quoi est-ce que cette démocratie-là serait, cet accès à la démocratie-là serait mis en danger si le financement des associations est moins bien servi qu'il n'a pu l'être précédemment? Alors, d'abord, il faut dire que sur le 1,5 million d'associations en France, une partie vivent sans système de redistribution publique, c'est-à-dire sans subvention, ou parfois sans beaucoup d'argent. Voilà. Vous connaissez une partie du monde chiffre, associatif oui. qui vit avec peu de budget, très peu de budget, non, on n'a pas ce genre de chiffres. Cependant, on peut dire qu'il y a toute une partie de la vie associative qui subsiste aux problématiques de financement. Des associations qui sont composées que de bénévoles, qui n'ont pas de salariés et qui n'ont pas forcément de budget pour mettre en œuvre les biens et les services qu'ils pourraient proposer à la population. Alors ça, c'est l'immense majorité des associations qui n'ont pas de salariés. Hein. Oui, oui, tout à fait. De l'autre côté, on a des associations, même sans salariés, qui ont besoin de budget pour réaliser leurs biens, les services qu'ils vont proposer. Et là, on se rend compte clairement, et c'est une évidence, les moyens financiers qu'on leur accorde déterminent leur capacité d'action. Voilà. Il est très difficile aujourd'hui de mettre en œuvre des services d'intérêt général si on ne construit pas un système redistributif qui permet à tous et toutes d'y avoir accès. Et c'est d'ailleurs en ça que le monde associatif s'est souvent construit entre l'État et le marché, c'est-à-dire dans une logique de fabrication d'intérêt général, mais aussi on peut qualifier de service public au sens large du terme, mais parfois en besoin d'un système redistributif, ou en tout cas d'un système de financement qui leur permet d'avoir des prix ou de permettre la gratuité et l'accès à tous et toutes, mais aussi évidemment d'avoir des prix qui permettent aux plus pauvres d'y avoir accès. Voilà. Alors, est-ce que ces associations, elles sont moins bien financées qu'avant? Est-ce que votre étude a permis de faire remonter ces données-là? Alors, c'est toute la complexité de notre sujet. On a des difficultés à bien comprendre la topographie du financement du monde associatif parce qu'on manque cruellement de statistiques. Voilà, ça, c'est notre premier gros constat. On a des travaux d'enquête qui nous permettent d'avoir des tendances. Et ce qu'on sait, en parallèle de ce sujet de l'évolution des modes de financement, c'est qu'on a aussi des évolutions contextuelles. On a vécu une période d'inflation très forte qui aujourd'hui révèle les fragilités financières d'un grand nombre de secteurs associatifs, mais on a aussi des besoins sociaux qui augmentent. La pauvreté augmente, un certain nombre de services publics se dégradent, et donc il y a quelque part les ingrédients d'une demande croissante de biens et de services à bas coût et universels d'intérêt général. Et on se rappelle bien de l'appel des Restos du Cœur l'an dernier, ou au début de cette année, je ne sais plus, qui disait on ne va pas pouvoir servir autant de repas que les années précédentes. Absolument. Parce qu'on a des coûts d'énergie pour garder l'alimentation au frais, on a des coûts de structure parce qu'il faut louer les entrepôts, et on a de plus en plus de demandeurs. Et de fait, effectivement, aujourd'hui, les Restos du Cœur servent moins de public. C'est ça. Ils sont obligés de refuser du monde. Mise en étau entre l'inflation et l'augmentation de la demande. Voilà. Après, sur la question purement financière, on s'est rendu compte en faisant le travail du CESE que un des problèmes aujourd'hui mal observés, c'est l'évolution de ces financements et principalement l'évolution des financements publics. Parce que même à financement constant, les modes de financement ont changé. Le fait majeur, c'est la baisse des subventions en part de recettes dans les associations. On estime qu'entre 2005 et 2020, elles ont baissé de 41%. La part des subventions dans les recettes. Dans le budget. Dans le budget associatif. D'accord. Elles sont passées de 35% à 20%. Donc c'est une baisse qui est significative. Il y a de moins en moins de subventions. Et pourtant, elles existent toujours. Donc d'où viennent leurs recettes pour compenser? Voilà. Alors, une partie de l'argent public qui était historiquement donné sous forme de subventions est de plus en plus donné sous forme de marché public. Donc ça, c'est des logiques de mise en concurrence. Des associations les unes vis-à-vis des autres, mais des associations avec les entreprises privées. Donc il y a toujours du budget qui arrive quand même. Donc il y a toujours sur du fonds budget. Public. Donc voilà. on pourrait se sentir rassuré. Alors, c'est là où se pose un certain nombre de problèmes, c'est que
Le passage de la subvention au marché public génère des changements relationnels et structurels avec les pouvoirs publics qui sont extrêmement déterminants et typiquement de cet enjeu démocratique. La subvention, elle est conçue pour respecter un principe d'initiative. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a constitué un instrument qui permet aux citoyens de réfléchir à des besoins sociaux, de concevoir ensemble des solutions et ensuite de solliciter de l'argent public pour pouvoir mettre en œuvre ces solutions. Donc on est dans une logique de politique ascendante. La commande publique, ce sont des pouvoirs publics avec des administrations qui décident de ce qu'elles veulent sur un territoire et qui ordonnent à des associations de l'exécuter dans un contexte administratif et financier beaucoup plus complexe que la subvention. Et ça aussi, c'est quelque chose que les associations nous disaient beaucoup. Elles ont du mal à se projeter dans l'avenir parce que les financements sont instables. 2, la charge administrative augmente énormément. Et 3, parce qu'il faut répondre à des marchés. Parce qu'il faut répondre à des marchés. Des dossiers. Souvent, dont la complexité est beaucoup plus forte que les dossiers de subvention. Bon, ça ne veut pas dire que la subvention est aujourd'hui tout à fait fonctionnelle sur le plan de la charge administrative, mais on fait des préconisations pour l'améliorer, on pourra en parler après. Mais alors, du coup, qu'est-ce que vous demandez ? Alors, non, il manque un élément dans le budget. On a compris la transformation de la subvention en marché public. Et puis, il reste une part de recettes privées, des recettes propres des associations qu'elles doivent... Les recettes propres. Ou alors peut-être de financement de fondations privées. Alors, les dons et mécénats stagnent en part de recettes. Donc aujourd'hui, on n'a pas vécu de boom du mécénat en France. Par contre, ce qui augmente dans les recettes associatives, c'est les recettes dites marchandes. En gros, c'est les recettes de biens et services. Dans notre enquête, on observe qu'une partie des associations ont augmenté leur prix. Celles qui disent ne pas avoir beaucoup augmenté leur prix sont les très jeunes associations. Donc là, on pourrait imaginer que les plus vieilles ont augmenté leur prix et que les jeunes arrivantes se sont déjà calées sur des prix assez hauts. Et on pourrait se dire c'est bien normal, il y a de l'inflation, elles augmentent leur prix. Oui, alors elles ont augmenté leur prix pour pallier aux baisses des subventions. À savoir que les marchés publics aujourd'hui n'irriguent pas l'intégralité du monde associatif comme les subventions parce que principalement ils sont dirigés vers les plus grosses. Donc on a des tranches moyennes et petites associations qui, elles, ont vécu des baisses de subventions sans substitut de marché public. Celles-ci ont dû augmenter leur prix pour beaucoup, mais aussi la cotisation de leurs adhérents. Et du coup, est-ce que ça leur fait perdre une partie de leurs bénéficiaires ? Alors ça, on ne peut pas le savoir. On ne le sait pas. On n'a pas l'information pour pouvoir le dire, mais évidemment, c'est un risque. On a quand même une étude du Haut Conseil à la vie associative qui étudiait l'augmentation des prix suite à des mises en concurrence d'associations avec des secteurs privés lucratifs comme sur les EHPAD, et qui là clairement qualifiait l'exclusion d'un certain nombre de populations les plus précaires. Est-ce que par contre, on a de moins en moins d'usagers ? Ça, on ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est qu'en augmentant les prix, on évacue les personnes les plus précaires. Alors, qu'est-ce que vous demandez ? Qu'est-ce que vous préconisez dans ce rapport du CESE en termes de financement des associations ? Est-ce que vous dites il faut revenir à la subvention ? Est-ce que vous dites il faut arrêter avec les marchés publics ? Est-ce que vous dites il faut beaucoup plus de financement privé ? Qu'est-ce que vous recommandez ? Alors, notre premier grand message, c'est de dire que la subvention est l'instrument le plus fonctionnel aujourd'hui pour financer le monde associatif et pour respecter son équilibre. Voilà. Le deuxième, c'est que la subvention n'est pas parfaite. Et on fait des préconisations pour l'améliorer. L'améliorer, ça veut dire quoi ? En sécuriser sa vision dans le temps, permettre de mieux financer les dépenses courantes des associations avec la subvention, sécuriser la pluriannualité, par exemple, et aussi sécuriser les collectivités territoriales face à ce qu'on peut rentrer dans un sujet un peu plus technique, mais face au droit de la concurrence qui, parfois, tend à interdire la subvention et à obliger la mise en place de marchés publics. Voilà. Et donc, ça, c'est notre premier message. Revenir, ou en tout cas redévelopper un cadre de subvention fonctionnel et sécurisé autant pour les pouvoirs publics que pour les associations. Le deuxième, c'est une réforme de gouvernance. Il faut que les associations... Le message passé, c'est qu'il y a une forme de perte de confiance et de perte de lien entre associations et pouvoirs publics. Et une partie de nos préconisations tourne autour de cette reconstruction de l'espace de la confiance, mais aussi de la co-gouvernance. Les associations souhaitent et peuvent et ont la capacité d'être acteurs et actrices du développement des politiques publiques. Et on a des exemples très probants dans lesquels les pouvoirs publics décident, aux côtés des associations, des choix de politiques publiques à faire au futur, mais aussi des modes d'attribution des financements publics. Voilà. Ça, c'est un troisième grand axe.
Puis après, un deuxième grand axe, pardon. Et après, notre troisième, c'est évidemment l'augmentation des budgets publics. On a une préconisation assez claire pour le budget de l'État, plus difficilement claire pour les collectivités territoriales, parce qu'on ne peut pas savoir aujourd'hui combien les collectivités attribuent au monde associatif. Pourquoi ? Parce que l'État a ce qu'on appelle des jaunes budgétaires, c'est-à-dire l'État recense l'intégralité des subventions qu'il donne aux associations. Et encore, c'était pas tout à fait parfait il y a 10 ans. Voilà, et on ne sait pas encore aujourd'hui si les statistiques ou les chiffres sont bien exacts. Par contre, on n'a pas ça pour les collectivités territoriales. D'accord, donc on a un trou noir d'informations là. On a un trou d'informations. D'accord, très bien. Bon, notre préconisation, c'est de passer à 2,5% du budget de l'État en subvention au monde associatif. C'est plus que le budget de la culture, ça. Oui, c'est plus que le budget de la culture, mais une partie du budget culturel est aujourd'hui dédiée au monde associatif. Absolument, absolument. Donc, donc j'entends quelques éléments. Il faut réhabiliter la subvention. Il faut des subventions sur plusieurs années pour permettre aux associations de voir loin et de construire des projets. Il faut renouer la confiance, d'accord, et il faut que l'État verse plus d'argent. L'État, qui verse notamment de l'argent aux associations pour financer les emplois aidés. Alors ça, c'est un sujet sur lequel vous vous êtes arrêté dans ce rapport de préconisation du CESE. Est-ce qu'il faut relancer les emplois aidés qui ont quasiment tous disparu depuis l'arrivée du gouvernement sortant d'Emmanuel Macron en 2017. C'était Édouard Philippe à l'époque qui annonce, je m'en rappelle encore, on va supprimer les emplois aidés. Et donc, branle-bas de combat dans le monde associatif, mais en réalité, la plupart des emplois aidés ont disparu. Aujourd'hui, vous dites quoi ? Qu'il faut transformer les emplois aidés ? Il faut les remettre en selle ? Alors, parmi les préconisations budgétaires qu'on peut faire, il y a celle-ci. Notre message, alors, la totalité du monde associatif a témoigné d'un grand choc en 2017, quand on a supprimé les emplois aidés. C'était quand même 360 000 postes aidés, donc c'était pas petit en matière d'emploi. Mais surtout, en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la critique qui pouvait être portée aux emplois aidés n'était pas tout à fait à côté. Parce qu'au final... La critique, c'était des emplois qui servent à rien. Alors, il y avait toute une partie de critique sur l'efficience de réinsertion des emplois aidés, et celle-ci, je pense qu'elle n'était pas tout à fait juste. Cependant, l'autre critique qui était faite, c'est qu'en fait, en réalité, ils servaient avant tout à financer des projets associatifs et pas forcément des processus de réinsertion des personnes. Et ça, cette critique-là, elle a été assimilée par le monde associatif, mais aussi revendiquée comme telle. Donc c'est-à-dire un mauvais accompagnement des employeurs associatifs vis-à-vis des jeunes qu'ils embauchaient. En fait, c'est un peu ça. Ah non, les associations ne témoignaient pas aujourd'hui de difficultés à réinsérer correctement des personnes dans des logiques de travail. Par contre, ce qu'elles pouvaient assimiler, c'est le fait qu'en effet, les subventions des emplois servaient indirectement à la mise en œuvre de projets d'intérêt général. Et qu'en réalité, c'est avant tout cette mise en œuvre-là qui manque de financement. Alors, qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui ? Et donc, on propose de réinstaurer une politique d'emploi aidé beaucoup plus conséquente que ce qui existe aujourd'hui, mais surtout de cibler les emplois sur la base des projets d'intérêt général et pas forcément sur la base de critères d'emploi et d'insertion. En gros, déterminer des projets d'intérêt général, cibler les besoins d'emploi sur ces projets d'intérêt général et construire des politiques d'emploi aidé qui soient assis sur les projets et non sur les personnes. Alors, il y a un syndicat d'employeurs de l'économie sociale et solidaire qui s'appelle l'UDES qui dit, en matière d'emploi, pour soutenir davantage le monde associatif et l'économie sociale et solidaire, il faut supprimer ou baisser radicalement les charges sociales sur les emplois du monde associatif. Est-ce que c'est quelque chose que vous recommandez ? Et puis, on va venir du coup à la fiscalité. Est-ce que vous avez des propositions en matière fiscale ? Alors, la question de la fiscalité des emplois est une question complexe. Principalement, et ça a été un de nos sujets au CESE, en tant que rapporteur de ce texte et donc représentant de la parole du Conseil, on a débattu de la baisse de la taxe sur les salaires, typiquement, qui est une demande générale du monde de l'économie sociale et solidaire et principalement du monde associatif. Et c'est évidemment complexe parce que la taxe sur les salaires finance la sécurité sociale. Et donc, une partie du Conseil s'est opposée, et d'ailleurs autant du côté des organisations patronales que des organisations syndicales, parce qu'il aurait été de mauvais augure de réduire les capacités financières de notre système de sécurité sociale. C'est pourquoi on a fait le choix de préconiser des emplois subventionnés par l'État, qui laissent à l'État le choix, à l'État et au Parlement évidemment, le choix de trouver les recettes qui vont derrière.
Donc on n'a pas fait le choix de s'orienter sur des baisses de fiscalité, mais plutôt sur des financements directs par l'argent public, sur la base desquels le débat politique, parlementaire et gouvernemental aurait voix au chapitre pour déterminer des modes de recettes. En revanche, vous avez des préconisations sur la défiscalisation du don, du mécénat, pour soutenir davantage l'engagement associatif. C'est ça. Alors on a 2 grandes mesures fiscales. La première, c'est de quelque part, réparer une injustice fiscale très forte, qui est celle du régime du don et mécénat. Aujourd'hui, seules les personnes qui payent l'impôt sur le revenu, quand elles donnent à une association, bénéficient d'une défiscalisation et donc d'un retour de l'État. Les personnes qui ne sont pas assujetties à l'impôt sur les revenus n'ont pas de retour et donc ne peuvent pas bénéficier de ce régime-là. Ah, parce qu'on voudrait nous faire croire que les personnes qui ont moins de revenus ne donnent pas parce qu'elles ne peuvent pas, voilà. Et en réalité, elles donnent. En réalité, c'est pas du tout le cas. Certaines ne peuvent pas, mais si... Alors, on a le sujet de celles qui donnent et qui vivent une injustice fiscale, comparée à celles qui, aujourd'hui, payent l'impôt sur le revenu. Mais on a aussi celles qui ne peuvent pas donner, mais qui pourraient demain donner, si on transformait, et c'est ça le cœur de notre mesure, transformer le principe de défiscalisation du don en crédit d'impôt. C'est-à-dire, en gros, permettre aux personnes qui payent ou non l'impôt sur le revenu de bénéficier d'un retour de l'État en cas de don aux associations. Ça veut dire de recevoir de l'argent de la part des impôts sur son compte en banque. Voilà, c'est exactement. Ça, en réalité. Absolument. Alors, vous appelez aussi à créer de nouvelles instances de discussion entre les élus et les citoyens. Vous appelez aussi à abroger le contrat d'engagement républicain. Vous allez peut-être nous rappeler un petit peu ce que c'est. En somme, vous appelez à reconstruire ce que vous abordiez tout à l'heure rapidement, la confiance entre les associations et l'État. Expliquez-nous un petit peu quelle est votre philosophie. Ouais. Alors, le constat de notre enquête, c'est que le lien avec les pouvoirs publics et le rapport de confiance réciproque s'érode petit à petit. Voilà. Le coup très marquant, c'est le contrat d'engagement républicain, mais on a évidemment d'autres facteurs qui viennent en concomitance et qui sont plus historiques, puisque le contrat d'engagement républicain date de 2021. Oui, c'est ça, c'est assez récent. Ouais, c'est assez récent. Il oblige les associations à signer un document formel de l'État en disant « oui, je suis une association républicaine, je défends les valeurs de la République ». Et si on ne le signe pas, qu'est-ce qui se passe ? On ne peut pas obtenir de subventions publiques. Ou de salles municipales. Et évidemment, de subventions en nature ou de services civiques. Absolument. Voilà, enfin bref, tous les dispositifs mis en place par l'État, on n'y a pas droit. Non. C'est incroyable. Alors, le contrat d'engagement républicain est surtout pernicieux à l'endroit où il donne un pouvoir discrétionnaire à l'État de supprimer une subvention qui serait donnée par une ville, par exemple, à une association qui menacerait de troubles à l'ordre public. Et ça, c'est arrivé ? Oui, c'est arrivé. C'est arrivé, par exemple, à l'association Alternatiba. Ça arrive à un certain nombre d'associations écologistes. C'est aussi arrivé du côté de Rennes à des associations de soutien aux personnes mal logées. Alors, on est en phase de construction de jurisprudence. Mais aujourd'hui, il y a un flou qui règne et qui est très fort, mais qui donne un pouvoir discrétionnaire et qui a été, d'après le monde associatif, utilisé de manière abusive par les préfets, de suppression de subventions. Et attention, parce que suppression de subventions, c'est pas juste de dire attention, la subvention qui va arriver, on vous la donne pas. Ça peut aussi être la suppression d'une subvention qui a déjà été donnée, déjà dépensée et qu'il faut rembourser. On va voir avec ce contrat d'engagement républicain un certain nombre d'associations fermées. Et surtout, je crois qu'aujourd'hui, au moment où l'extrême droite est aux portes du pouvoir, il y a un enjeu évident. Le contrat d'engagement républicain peut être une arme de destruction massive de la contradiction et de l'engagement associatif par un gouvernement autoritaire. Voilà. Et ça c'est vraiment aujourd'hui le grand risque qui plane. On parlait tout à l'heure de l'arrivée de l'extrême droite, en cas de victoire de l'extrême droite, autant aux législatives qu'aux présidentielles futures. Est-ce que c'est un risque réel ? Est-ce que vous croyez que l'extrême droite, peut-être demain au pouvoir, se permettrait de faire ça ? Est-ce que vous ne croyez pas qu'elle se dirait plutôt non, on n'ira pas jusque-là ? Alors, c'est assez... Évidemment, toujours un peu ambivalent. On fait de la politique fiction, là, parce qu'en fait, on n'en sait rien. On n'en sait pas tout à fait rien, puisqu'on a un certain nombre de collectivités territoriales qui, aujourd'hui, sont entre les mains de l'extrême droite, un certain nombre de mairies. On a aussi un certain nombre d'exemples dans nos pays voisins, entre la Hongrie, la Pologne et l'Italie. On a aussi derrière nous l'histoire. Et globalement, l'extrême droite agit en destruction du pluralisme.
Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est en inadéquation totale avec les valeurs du monde associatif. Le monde associatif est là pour recueillir la parole des gens. La parole des gens est par nature plurielle. Elle est par nature constituée de désaccords. On a un exemple type dans la ville d'Hayange, où le maire Rassemblement National tente d'expulser le Secours populaire depuis 6 ans. On est dans le nord, là. On est à l'est. À l'est, d'accord. Alors, jusqu'en cour de cassation, qui aujourd'hui considère encore illégal le processus d'expulsion, mais décide d'expulser, de couper les subventions, voire même à couper l'électricité et le gaz au Secours populaire, sous prétexte que dans sa politique d'accueil inconditionnel, le Secours populaire s'occupait des migrants. Et donc, ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible en démocratie. Mais surtout, on sent de manière assez récurrente la volonté de faire taire toute forme de parole contradictoire. Voilà. Et c'est là où le risque est très probant et très fort avec le contrat d'engagement républicain. C'est qu'une association qui aujourd'hui appellerait à la désobéissance ou qui déciderait de transgresser une règle parce qu'on considérerait qu'il y a injustice, pourrait se voir frapper du sceau de la suppression des subventions par les préfets. Et on sait, et c'est un certain nombre de témoignages qu'on a collectés pendant nos travaux, les luttes sur les questions, par exemple, du sida, ACT UP n'aurait jamais pu exister dans une période où le contrat d'engagement républicain aurait pu exister. Mais on a aussi le planning familial qui nous dit la même chose, la Ligue des droits de l'homme qui nous dit la même chose. Un certain nombre de grandes avancées sociales ont été construites sur la base de mouvements qui s'organisent pour lutter contre quelque chose qui fonctionne mal et donc sont nécessairement en désaccord. Voilà. C'est intéressant ce que vous nous dites parce que j'entends que ce contrat d'engagement républicain est utilisé en fait de façon, à mes yeux, anti-républicaine, puisque liberté, égalité, fraternité, couper les moyens de fonctionnement du Secours populaire qui accueille les migrants, ça n'est pas lui rendre sa liberté d'action, ça n'est pas être dans un process d'égalité entre les humains, ni de fraternité envers ceux qui sont le plus en difficulté. Qu'est-ce qui peut advenir de l'ensemble de vos recommandations, Martin Bobel, si le RN, demain, arrive au gouvernement ? On ne peut pas savoir. Déjà, si on parle d'une arrivée au gouvernement, il y a un certain nombre de préconisations qui peuvent être dirigées vers les collectivités territoriales et qui peuvent être saisies par les blocs républicains. Voilà. Ensuite, on a un certain nombre de préconisations qui s'adressent aussi à l'Union européenne et sur laquelle on aura évidemment des choses à faire et à dire et sur lesquelles l'Union européenne pourrait demain légiférer, quitte même à faire appel à un certain nombre de compétences qui imposent des transpositions dans des pays, dans les États membres. Voilà. Ça fait tout à fait partie des possibles. Et puis, je dirais, L'autre solution, évidemment, mais c'est celle qui aujourd'hui est observée par le monde associatif depuis qu'il observe ces baisses de subventions, c'est les ressources connexes aux ressources de la dépense publique. Et c'est là où on aura évidemment besoin d'une remobilisation des composantes de la société civile, à commencer par les citoyens et citoyennes, mais aussi les entreprises, les fondations, et tout un nombre d'acteurs qui possiblement pourraient venir en renfort des baisses de budget qui pourraient advenir en cas de victoire de l'extrême droite. Merci beaucoup, Martin Bobel, pour être venu sur le plateau de Mediatico nous expliquer voilà, cette vision du monde associatif, cette vision du CESE aussi avec ce rapport. Voilà, renforcer le financement des associations, une urgence démocratique. Et bien sûr, on se retrouve très vite sur Mediatico pour une autre émission, ESS On Air, l'émission qui vous décrypte l'actualité au travers de l'économie sociale et solidaire. À bientôt.